Chapitre 6. Peut-être n'est-ce pas le jour de réception, dit Lévin en entrant dans l'antichambre de la maison de la comtesse Boll. Mais si, veuillez rentrer, dit le Suisse en lui ôtant résolument sa pelisse. Quel ennui, songea Lévin avec un soupir, en enlevant un de ses gants et en retapant son chapeau. Pourquoi suis-je venu ici? Je n'ai rien à leur dire. En traversant le premier salon, Lévin rencontra la comtesse Boll, qui donnait des ordres à un domestique d'un air préoccupé et sévère. En apercevant Lévin, elle sourit et le pria de passer dans le petit salon à côté, d'où provenait un bruit de voix. Dans cette pièce étaient assis dans des fauteuils les deux filles de la comtesse et un fonctionnaire de Moscou que Lévin connaissait. Lévin s'approcha de lui dit bonjour et s'assit à côté du divan, son chapeau sur les genoux. « Comment va votre femme? Êtes-vous allé au concert? Nous n'avons pas pu. Maman a dû aller au service funèbre. » « Oui, j'ai appris. Quelle mort subite, » dit Lévin. La comtesse revint, s'assit sur le divan et posa également des questions à Lévin sur sa femme et sur le concert. Lévin répondit et répéta sa question au sujet de la mort subite de madame Apraxine. Elle a d'ailleurs toujours été délicate. Vous avez été hier à l'opéra? Oui. La lucha était excellente. Oui, dit Lévin, et comme ce qu'on penserait de lui était parfaitement indifférent, il répéta ce qu'on avait déjà entendu dire des centaines de fois sur les particularités du talent de cette cantatrice. La comtesse Boll faisait semblant d'écouter. Ensuite, lorsque Lévin eut assez parlé et qu'il se tut, le colonel, qui avait gardé le silence jusque-là, prit la parole à son tour. Il parla de l'opéra et du nouvel éclairage. Enfin, après avoir fait allusion à une folle journée projetée chez Turin, le colonel se mit à rire, se leva bruyamment et se retira. Lévin se leva à son tour, mais au visage de la comtesse il comprit que le moment n'était pas encore venu pour lui de prendre congé. Il fallait rester encore 2 minutes. Il se rassit. Mais comme il ne faisait que penser à la stupidité de tout cela, il ne trouvait plus de sujet de conversation. « Vous n'allez pas à la séance du comité? On dit que ce sera très intéressant, » reprit la comtesse. « Non, j'ai promis à ma belle-sœur d'y passer pour l'apprendre, » dit Lévin. Survint un silence. La mère et les filles échangèrent un coup d'œil. « Allons, je pense que c'est le moment maintenant, » songea Lévin, et il se leva. Les dames lui serrèrent la main et le prièrent de transmettre 1000 choses à sa femme. Le Suisse lui demanda son adresse en lui tendant sa pelisse et l'inscrivit aussitôt dans un grand registre joliment relié. Bien entendu, cela m'est égal, mais tout de même cela me gêne. Et c'est complètement ridicule, songea Lévin en se consolant par la pensée que tout le monde en faisait autant. Et il se rendit à la séance du comité où il devait retrouver sa belle-sœur, puis la ramener à la maison. À la séance du comité, il y avait beaucoup de monde, et presque toute la société. Lévin arriva à temps pour entendre un exposé qui, à ce que tous disaient, était fort intéressant. Lorsqu'il prit fin, les gens se rejoignirent et Lévin retrouva Sviazhsky, qui le convia à venir le soir même à la société d'agronomie où devait se faire une conférence remarquable. Stepan Arkadievitch, qui revenait à l'instant des courses, et encore bien d'autres personnes. Il dut donc se prononcer et entendre encore différents jugements sur la séance, sur l'opéra et sur un procès en cours.
mais sans doute à cause de la fatigue qu'il commençait à ressentir, il commit, en parlant du procès, une bévue qui lui revint plusieurs fois à la mémoire en l'irritant. En parlant du châtiment imposé à un étranger qu'on jugeait en Russie et qu'on estimait insuffisant de condamner à l'expulsion, Lévin répéta ce qu'il avait entendu dire la veille par un de ses amis. Il me semble que l'expulsé revient à punir un brochet en le remettant dans l'eau, dit Lévin. Mais après il se souvint que cette pensée qu'il avait donnée pour sienne, et qu'il avait déjà entendu exprimer à un ami, était extraite d'une fable de Krylov, et que cet ami l'avait prise dans un article de journal. Lévin revint en bonne compagnie de sa belle-sœur, trouva Kitty gaie et en bonne santé, et repartit à son club. Chapitre 7. Lévin arriva en même temps que les autres membres du groupe et des invités. Il n'était pas revenu là depuis l'époque où il avait habité Moscou après l'université et où il sortait dans le monde. Il se souvenait des détails extérieurs de l'installation du club, mais il avait complètement oublié l'impression qu'il ressentait jadis lorsqu'il y entrait. Dès qu'il eut pénétré dans la vaste cour semi-circulaire, quitté son fiacre, gravi le perron et que le Suisse à baudrier accourut à sa rencontre, puis ouvrit la porte sans bruit en s'inclinant, dès qu'il eut aperçu dans le vestibule les caoutchoucs et les pelisses des membres du cercle, qui estimaient que cela donnait moins de mal d'ôter ces caoutchoucs en bas que de les porter jusqu'au premier, dès qu'il entendit le coup de sonnette mystérieux qui l'annonçait et aperçut, en montant l'escalier en pente douce recouverte d'un tapis, la statue sur le palier et, sur le seuil de la porte du premier, le vieux Suisse qu'il connaissait bien, revêtu de la livrée du club, qui lui ouvrait la porte sans hâte en le regardant de la tête aux pieds. Lévin fut repris par l'impression de jadis, une impression de repos, de bien-être et de décence. « Votre chapeau, je vous prie, » dit le Suisse à Lévin, qui avait oublié de laisser son chapeau au vestiaire, comme le demandait le règlement. « Il y a longtemps qu'on ne vous a vu. Le prince est venu vous inscrire hier. Le prince Stepan Arkadievitch n'est pas encore arrivé. » Le Suisse connaissait non seulement Lévin, mais toutes ses relations et tous ses parents. Et il lui parla aussitôt de gens qui le touchaient de près. Après avoir traversé une première antichambre ornée de paravents et une pièce isolée par une cloison à droite où se tenait le marchand de fruits, Lévin, rattrapant un vieux monsieur qui marchait à pas lents, entra dans la salle à manger. Il passa entre les tables, presque tout occupé en regardant les invités. Les gens les plus divers s'offraient à sa vue, jeunes, vieux, silhouettes à peine connues, intimes. Nul n'avait le visage soucieux ou renfrogné. Tous semblaient avoir laissé au vestiaire avec leurs chapeaux, leurs peines et leurs ennuis, et s'apprêter à jouir en paix des biens matériels de l'existence. Il y avait là Zjaski, Shcherbatsky, Neviedovski, le vieux prince, Vronsky et Serge Ivanovitch. « Ah, tu es en retard, » lui dit le vieux prince en souriant et en lui tendant la main par-dessus son épaule. « Comment va Kitty ?» ajouta-t-il, en remettant en place sa serviette qu'il avait introduite dans une des boutonnières de son gilet.
Elle va bien. Elles dînent toutes trois à la maison. Ah, les Aline Nadine. Eh bien, il n'y a plus de place ici. Va vite t'installer à cette table là-bas, dit le prince. Et, se détournant, il saisit avec précaution une assiette de soupe à la lotte. Lévin, ici, cria un peu plus loin une voix cordiale. C'était Turovstin. Il était avec un jeune officier à côté de 2 places réservées. Lévin les rejoignit avec plaisir. Il avait toujours aimé Turovstin, noqueur et brave garçon. Son souvenir était lié à celui de son explication avec Kitty. Et aujourd'hui, après toutes ces conversations où il s'était efforcé de paraître intelligent, la physionomie débonnaire de Turovstin lui était particulièrement agréable. C'est pour vous et pour Oblonsky. Il vient tout de suite. L'officier, qui se tenait très droit et qui avait des yeux gais et toujours rieurs, était un pétersbourgeois, Gagin. Turovstin fit les présentations. Oblonsky est toujours en retard. Ah, le voilà. Tu viens d'arriver ? Dit Oblonsky en s'approchant d'eux d'un pas rapide. Bonjour. Tu as pris de la vodka ? Allons-y. Lévin se leva et l'accompagna près d'une grande table chargée d'eau-de-vie et de hors-d'œuvre de toutes sortes. Il y avait là bien 200 hors-d'œuvre parmi lesquels on pouvait choisir à son goût. Mais Stepan Arkadievitch réclama un mets spécial, et l'un des garçons en livrée lui apporta aussitôt ce qu'il demandait. Ils vidèrent chacun un petit verre et revinrent à leur table. Aussitôt après la soupe de poisson, on apporta du champagne à Gagin, et il en fit remplir 4 verres. Lévin ne refusa pas le sien et commanda une seconde bouteille. Il avait faim. Il mangeait et buvait avec plaisir et se mêlait avec plus de plaisir encore aux propos simples et gais de ses commensaux. Gagin, en baissant la voix, raconta une anecdote pétersbourgeoise, toute récente. Quoiqu'indécente et stupide, cette anecdote était si comique que Lévin éclata d'un rire bruyant et que ses voisins se retournèrent pour le regarder. C'est dans le genre de « Je ne peux pas supporter cela ». Tu sais ? Lui demanda Stepan Arkadievitch. Ah, c'est délicieux. Une autre bouteille, dit-il au garçon, et il se lança dans son récit. De la part de Pierre Ilitch Vinovski, l'interrompit un vieux laquais en présentant à Stepan Arkadievitch et à Lévin 2 flûtes délicates de champagne pétillant. Stepan Arkadievitch prit sa flûte et, après avoir échangé un coup d'œil avec un homme roux, chauve et moustachu qui se trouvait à l'autre bout de la table, il lui fit un signe de tête en souriant. « Qui est-ce ? » demanda Lévin. « Tu l'as rencontré une fois chez moi. Tu te souviens ? C'est un brave garçon. » Lévin fit comme Stepan Arkadievitch et prit son verre. L'anecdote de Stepan Arkadievitch était, elle aussi, très amusante. Lévin en raconta une qui plut beaucoup également. Ensuite, la conversation tomba sur les chevaux, sur les courses du jour et sur la victoire de Satin, le cheval de Vronsky qui avait remporté le premier prix. Lévin ne sentit pas le temps passer. « Ah, les voici !» dit Stepan Arkadievitch à la fin du dîner en se renversant sur le dossier de sa chaise et en tendant la main à Vronsky qui passait près de lui avec un imposant colonel de la garde. Le visage de Vronsky rayonnait de cette même cordialité qu'on voyait répandue dans le club. Il s'accouda d'un air gai sur l'épaule de Stepan Arkadievitch, lui murmura quelque chose à l'oreille et tendit la main à Lévin avec le même sourire enjoué. « Enchanté de vous rencontrer, » dit-il. « Je vous ai cherché l'autre jour aux élections, mais on m'a dit que vous étiez déjà parti, » lui dit-il. « Oui, je suis parti le jour même. Nous parlions à l'instant de votre cheval. Je vous félicite, » dit Lévin. « C'est un record. »
Vous avez aussi des chevaux, je crois. Non, c'était mon père qui en avait, mais je m'y connais un peu. Où as-tu dîné? Demanda Stepan Arcadievitch. À la seconde table, derrière les colonnes. On lui a fait fête, dit le colonel. Le second prix impérial. Je voudrais bien avoir autant de chance au jeu que lui aux courses. Mais à quoi bon perdre un temps si précieux? Je retourne dans la chambre infernale. Et il s'éloigna. C'est Yajvin, répondit Vronsky à Tourostin, et il s'assit à une place restée libre à côté d'eux. Il accepta une flûte de champagne et commanda une bouteille. Sous l'influence de l'atmosphère du club, ou peut-être du vin, Lévin entama une conversation animée avec Vronsky sur les meilleures races bovines, et fut ravi de ne ressentir aucune animosité à l'égard de cet homme. Il lui dit même, entre autres, que sa femme lui avait dit l'avoir rencontré chez la princesse Marie Borisovna. Ah, la princesse Marie Borisovna, quelle femme charmante, dit Stepan Arcadievitch, et il raconta sur elle une histoire qui divertit tout le monde. Vronsky en particulier riait de si bon cœur que Lévin se sentit tout à fait réconcilié avec lui. Vous avez terminé? Dit Stepan Arcadievitch en se levant et en souriant. Sortons. Chapitre 8. En se levant de table, Lévin, qui se sentait une grande aisance de mouvement, traversa plusieurs grandes pièces avec Gagin pour se rendre à la salle de billard. Dans un des salons, il se heurta à son beau-père. « Eh bien, que dis-tu de ce temple de l'oisiveté » lui dit le vieux prince en lui prenant le bras. « Viens, je vais t'en faire le tour. » C'était justement mon intention. C'est intéressant. Oui, mais moi, je m'y intéresse autrement que toi. Tu vois ces petits vieillards, dit-il, en désignant un monsieur au dos voûté et à la lèvre pendante qui, déplaçant avec peine ses jambes gainées de bottes souples, venait à leur rencontre. Tu crois qu'ils sont nés gâteux et cela te fait rire. Mais moi je me dis qu'un jour je serai comme eux. Tu connais le prince Tchetchensky? Demanda le vieux prince et Lévin vit à son visage qu'il se préparait à lui raconter quelque chose de comique. Non. Comment? Mais il est célèbre. Enfin, c'est égal. Il joue tout le temps au billard. Il y a 3 ans, il n'était pas encore gâteux et faisait le brave. C'est lui qui traitait les autres de ramollis. Mais un jour, il arrive. Et notre Suisse. Tu sais, Basile, celui qui est gros. C'est un faiseur de bons mots. Le prince Tchetchensky lui demande. Alors, Basile, qui est là? Y a-t-il des gâteaux? Des gâteux, pardon. Et il lui répond. Vous êtes le 3e. Oui, mon cher, voilà. Tout en bavardant et en saluant leurs amis au passage, Lévin et le vieux prince traversèrent toutes les pièces. Le grand salon, où l'on avait dressé les tables et où les partenaires habituels commençaient à jouer, le petit salon où l'on jouait aux échecs. Serge Ivanovitch s'y trouvait, engagé dans un entretien. La salle de billard, où dans un coin près du divan, un groupe joyeux, dont Gagin faisait partie, buvait du champagne.
Ils jetèrent même un coup d'œil dans la chambre infernale, où, autour d'une table où était déjà assis Yashvin, se pressaient les pontes. En s'efforçant de ne pas faire de bruit, ils entrèrent dans la salle de lecture sombre, où, sous des lampes à abat-jour, était installé un jeune homme au visage renfrogné, qui feuilletait des revues, et un général chauve, plongé dans sa lecture. Ils se rendirent même dans la pièce que le vieux prince avait baptisée le salon des gens d'esprit. Là, trois messieurs discutaient avec chaleur des dernières informations politiques. Prince, venez, on vous attend, lui dit un de ses partenaires qui le cherchait, et le vieux prince sortit. Lévin s'assit, écouta, mais se rappelant toutes les conversations de la matinée, il éprouva soudain un ennui mortel. Il se leva précipitamment et partit à la recherche d'Oblonsky et de Turovstin, avec qui, au moins, on s'amusait. Turovstin était assis dans le cercle des buveurs sur le haut du divan de la salle de billard. Stepan Arcadievitch et Vronsky s'entretenaient dans un coin éloigné de la pièce, près de la porte. Ce n'est pas parce qu'elle s'ennuie. Ce n'est pas qu'elle s'ennuie, mais cette imprécision, cette indécision, entendit Lévin qui voulut s'éloigner aussitôt, mais Stepan Arcadievitch l'appela. Lévin, dit Stepan Arcadievitch, et Lévin remarqua qu'il avait les yeux humides, comme cela lui arrivait toujours lorsqu'il avait bu, ou lorsqu'il s'attendrissait. Cette fois, c'était l'un et l'autre. Lévin, ne t'en va pas, dit-il, et il lui serra fortement le bras au-dessus du coude, manifestement désireux de ne le laisser échapper à aucun prix. C'est mon plus sincère et peut-être meilleur ami, dit-il à Vronsky. Toi aussi, tu m'es très proche et très cher. Je désire que vous soyez amis, et vous devez l'être, parce que vous êtes tous deux de braves garçons. Après cela, il ne nous reste plus qu'à nous embrasser, dit Vronsky, plaisamment en tendant la main à Lévin. Celui-ci prit vivement la main qu'on lui offrait et la serra avec énergie. Je suis très, très content, dit-il. Garçon, une bouteille de champagne, dit Stepan Arcadievitch. Moi aussi, je suis très content, dit Vronsky. Mais malgré le désir de Stepan Arcadievitch et leur désir réciproque, ils n'avaient rien à se dire, et ils le sentaient tous les deux. Tu sais qu'il ne connaît pas Anna, dit Stepan Arcadievitch à Vronsky. Je veux absolument le mener chez elle. Allons-y, Lévin. Vraiment, dit Vronsky. Elle en sera enchantée. Je partirai bien tout de suite, ajouta-t-il. Mais Yashvin m'inquiète. Il faut que je reste là jusqu'à ce qu'il ait fini. Cela va mal pour lui? Il perd tout ce qu'il possède, et il n'y a que moi qui peux le retenir. Si nous faisions une partie de billard alors? Veux-tu, Lévin? Parfait, dit Stepan Arcadievitch. Une pyramide, dit-il au marqueur. C'est prêt depuis longtemps, répondit le marqueur qui avait déjà disposé les boules en triangle et qui faisait rouler la boule rouge pour se distraire. C'est bon, allons-y. Après la partie, Vronsky et Lévin allèrent s'asseoir à la table de Gagin et Lévin, sur le conseil de Stepan Arcadievitch. Et Lévin, sur le conseil de Stepan Arcadievitch, misa sur les as. Vronsky quittait de temps en temps la table, où des amis venaient à tout instant le rejoindre, pour aller surveiller Yashvin dans la chambre infernale. Lévin éprouvait une détente agréable après la fatigue intellectuelle de la matinée. Il était heureux de la cessation des hostilités entre Vronsky et lui, et eut un sentiment de bien-être et de plaisir. Lorsque la partie fut terminée, Stepan Arcadievitch prit Lévin par le bras. « Alors, tu viens voir Anna ? Elle est chez elle.
Il y a longtemps que je lui ai promis de t'amener. Où voulais-tu aller ce soir? Je n'avais aucun plaisir particulier. J'ai promis à Sviaski de passer la soirée d'agronomie, de passer à la société d'agronomie. Partons, si tu veux, dit Lévin. Parfait. Veux-tu demander si ma voiture est là? Dit Stepan Arcadievitch à un valet. Lévin revint près de la table, paya les 40 roubles qu'il avait perdus au jeu, régla ses dépenses à un vieux maître d'hôtel appuyé contre le linteau de la porte qui, on ne sait pas par quel mystère, en connaissait le montant et, avec un balancement des bras qui lui était particulier, se dirigea vers la sortie. Chapitre 9. Chapitre 9. La voiture du prince Oblonsky, cria le Suisse d'une voix basse et courroucée. La voiture rapprocha et les deux amis y montèrent. Au premier moment, tandis que la voiture franchissait la porte cochère, Lévin conserva l'impression de calme, de satisfaction et de bienséance que l'on ressentait au club. Mais dès qu'ils eurent débouché dans la rue, dès qu'il sentit le balancement de la voiture sur le sol inégal, entendit les vociférations d'un cocher qui les avait croisés et qu'il aperçut à la lueur confuse des réverbères, l'enseigne rouge d'un cabaret, des boutiques. Cette impression s'évanouit, et il commença à réfléchir à sa conduite et à se demander s'il faisait bien en se rendant chez Anna. Que dirait Kitty? Mais Stepan Arcadievitch ne lui permit pas de s'arrêter à cette pensée et dissipa ses doutes, comme s'il les avait devinés. Comme je suis content que tu la connaisses, lui dit-il. Tu sais que Dolly le désirait depuis longtemps. Lvov aussi va chez elle, bien qu'elle soit ma sœur, poursuivit Stepan Arcadievitch. Je peux dire hardiment que c'est une femme remarquable. D'ailleurs, tu verras, sa position est très difficile, surtout en ce moment. Pourquoi, surtout en ce moment? Nous sommes en pourparlers avec son mari au sujet du divorce. Il donne son consentement, mais il se présente des difficultés à propos de l'enfant et l'affaire, qui devait être terminée il y a belle lurette, traîne depuis 3 mois. Dès qu'elle aura obtenu le divorce, elle épousera Vronsky. Comme c'est stupide, cette vieille promenade rituelle en rond. Isaïe, réjouis-toi, à laquelle personne ne croit et qui fit obstacle au bonheur des gens, fit Stepan Arcadievitch. Enfin, à ce moment-là, leur situation sera bien définie, comme la mienne, comme la tienne. D'où viennent les difficultés? Dit Lévin. Ah, c'est une longue et ennuyeuse histoire. C'est tellement vague. Mais le fait est qu'elle habite depuis 3 mois Moscou, où tout le monde les connaît. En attendant le divorce, elle ne va nulle part, ne voit aucune de ses amies, excepté Dolly, car, comprends-tu, elle ne veut pas qu'on aille chez elle par charité. Cette sotte de Barbara elle-même est partie, estimant que la situation n'était pas convenable. En pareille posture, une autre femme n'aurait pas su trouver de ressources en elle-même. Tandis qu'elle, tu verras comment elle a organisé sa vie, comment elle est calme et digne. À gauche, en face de l'église, cria Stepan Arcadievitch en se penchant par la portière de la voiture. Bon Dieu, qu'il fait chaud, dit-il, en déboutonnant, malgré les 12 degrés en dessous de zéro, sa pelisse déjà entr'ouverte. Mais elle a une fille,
Elle s'en occupe sans doute, dit Lévin. On dirait que tu ne vois dans la femme qu'une femelle, une couveuse, dit Stepan Arcadievitch. Elle ne devrait s'occuper que de ses enfants. Non, Anna élève très bien sa fille, mais on n'entend pas parler d'elle. Elle est très occupée, d'abord parce qu'elle écrit. Je vois que tu souris ironiquement, mais tu as tort. Elle écrit un livre pour les enfants et n'en parle à personne. Mais elle me l'a lu, et j'ai montré son manuscrit à Vourkoyev, tu sais, cet éditeur. Il est lui-même écrivain, je crois. Il s'y connaît, et il a dit que c'est remarquable. Mais tu crois peut-être que c'est une femme de lettres? Pas le moins du monde. C'est avant tout une femme qui possède un cœur, tu verras. Elle s'est chargée d'une petite Anglaise et de sa famille. Quoi? De la philanthropie? Mais non. Tu cherches toujours le mauvais côté. Ce n'est pas de la philanthropie, mais de la bonté. Ils avaient, ou plutôt Vronsky, avait un entraîneur anglais, très capable, mais ivrogne. Perdu de boisson, atteint du delirium tremens, il a abandonné sa famille. Elle est allée les voir, leur est venue en aide, s'est intéressée à eux et maintenant toute la famille est à sa charge, et elle ne se borne pas à leur donner de l'argent. Elle donne des leçons de russe aux petits garçons pour les préparer au lycée, et elle a pris la petite fille chez elle. Tu vas la voir d'ailleurs. La voiture pénétra dans une cour, et Stepan Arcadievitch sonna bruyamment à une porte d'entrée, devant laquelle attendait un traîneau. Sans demander au serviteur qui leur ouvrait la porte s'il y avait quelqu'un, Oblonsky entra dans le vestibule. Lévin le suivait, de moins en moins certain de l'opportunité de sa démarche. En se regardant dans un miroir, Lévin remarqua qu'il était rouge. Mais il était sûr de n'être pas ivre, et il poursuivit Stepan Arcadievitch qui montait l'escalier, recouvert d'un tapis. Au premier étage, Stepan Arcadievitch demanda au valet qui le saluait, comme un des familiers de la maison, s'il y avait quelqu'un chez Anna Arkadievna. On lui répondit qu'il y avait monsieur Vourkoyev. Où sont-ils? Dans le bureau. Stepan Arcadievitch et Lévin traversèrent une petite salle à manger aux boiseries sombres et entrèrent dans un bureau au tapis moelleux, éclairé par une seule lampe à abat-jour foncé. Un réflecteur au mur répandait sa lumière sur un portrait de femme en pied qui attira malgré lui l'attention de Lévin. C'était le portrait d'Anna, fait en Italie par Mikhaïlov. Tandis que Stepan Arcadievitch passait derrière le treillage de plantes grimpantes et que la voix d'homme qui se faisait entendre dans ce coin se taisait, Lévin contemplait le portrait qui, sous la lumière éclatante, semblait sortir de son cadre et ne pouvait s'en détourner. Il avait même oublié où il était et, sans écouter ce qu'on disait, il gardait les yeux attachés sur l'admirable portrait. Ce n'était pas un tableau, mais une femme séduisante et vivante, avec ses cheveux noirs bouclés, ses épaules et ses bras nus, ce léger sourire pensif sur ses lèvres ornées d'un délicat duvet, et elle fixait sur lui un regard à la fois tendre et vainqueur, qui le troublait. C'était précisément parce qu'elle n'était pas vivante qu'elle était encore plus belle que si elle l'eût été. « Je suis très heureuse », entendit-il soudain à côté de lui. C'était à lui qu'on s'adressait, et cette voix était celle de la femme dont il admirait le portrait. Anna venait à sa rencontre et, dans la demi-obscurité du boudoir, Lévin l'aperçut, dans une robe bleue sombre à ramages. Ce n'était pas la même attitude, ni la même expression, mais elle était toujours à ce sommet de la beauté que le peintre avait fixé sur la toile. Moins brillante, en réalité, mais plus attirante. Chapitre 10.
Elle s'était levée pour l'accueillir, sans cacher la joie que lui causait sa visite. Et dans l'aisance avec laquelle elle lui tendit sa petite main énergique, le présenta à Vorkouillev et lui désigna une jolie fillette rousse, assise là, à coudre, et qu'elle nomma sa pupille, Lévin reconnut là les manières d'une femme du grand monde, toujours calme et naturelle. Il y était très sensible. Je suis très, très heureuse, répéta-t-elle, et sur ses lèvres ces simples mots prirent pour Lévin une signification particulière. Il y a longtemps que je vous connais et que je vous aime, et à cause de votre amitié avec Stiva, et à cause de votre femme. Je l'ai connue bien peu de temps, mais elle m'a laissé l'impression d'une fleur exquise. D'une fleur, c'est le mot. Et elle va bientôt être mère. Elle parlait sans embarras et sans hâte, en reportant de temps à autre son regard de Lévin sur son frère. Lévin comprit qu'il avait fait bonne impression, et il sentit sur le champ aussi, à son aise, que s'il connaissait Anna depuis l'enfance. C'est précisément pour cela que nous nous sommes installés dans le bureau d'Alexis, Ivan Petrovitch et moi, répondit-elle à Stepan Arkadievitch qui lui demandait s'il pouvait fumer. Et, après avoir jeté un coup d'œil à Lévin, au lieu de lui demander s'il fumait, elle attira vers elle un porte-cigarette d'écaille et y prit une cigarette enveloppée dans une feuille de maïs. « Comment vas-tu aujourd'hui » lui demanda son frère. « Pas mal. Les nerfs, comme toujours. »« N'est-ce pas qu'il est extraordinairement beau » dit Stepan Arkadievitch, qui avait remarqué que Lévin s'était attardé près du portrait. « C'est le plus beau portrait que j'ai jamais vu. Et extraordinairement ressemblant, n'est-ce pas ?» dit Vorkouillev. Lévin reporta son regard du portrait sur l'original. Une lueur particulière illumina le visage d'Anna lorsqu'elle sentit ce regard sur elle. Lévin rougit et, pour cacher son trouble, voulut lui demander s'il y avait longtemps qu'elle n'avait vu Daria Alexandrovna. Mais à ce moment, Anna lui adressa la parole. Nous parlions à l'instant avec Ivan Petrovitch des derniers tableaux de Vachtchenkov. Les avez-vous vus ? Oui, répondit Lévin. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Vouliez-vous dire Lévin lui demanda s'il y avait longtemps qu'elle n'avait vu Dolly. Elle est venue me voir hier. Elle était très fâchée. Il paraît qu'au lycée, le professeur de latin est injuste avec Gritcha. Oui, j'ai vu ces tableaux. Ils ne m'ont pas beaucoup plu, dit Lévin, revenant à la conversation commencée. Lévin, cette fois, ne parlait plus avec cette application de bon élève qu'il avait mise à sa conversation de la matinée. Avec Anna, chaque mot avait un sens. Parler avec elle était agréable, mais il était encore plus agréable de l'écouter. Non seulement Anna s'exprimait simplement et avec esprit, mais elle n'y mettait pas la moindre prétention et n'attribuait aucune valeur à ses idées. Elle s'effaçait devant son interlocuteur. La conversation tomba sur les nouvelles tendances de l'art et sur les illustrations de la Bible que venait d'exécuter un peintre français. Vorkouillev reprochait à l'artiste un réalisme outré jusqu'à la grossièreté. Lévin dit que les Français avaient poussé la convention dans l'art plus loin que quiconque, et que c'était pour cela qu'il voyait un mérite particulier dans le retour au réalisme. Dans le fait de ne plus mentir, il voyait de la poésie. Jamais encore un propos intelligent n'avait valu à Lévin autant de plaisir. Le visage d'Anna s'éclaira brusquement au moment où elle sentit la portée de cette réflexion. Elle se mit à rire. « Je ris, dit-elle, comme on rit lorsque l'on voit un portrait très ressemblant. Ce que vous venez de dire caractérise très exactement l'art français contemporain, aussi bien la peinture que la littérature. Zola, Daudet. Mais peut-être se construit-on d'abord ces conceptions à l'aide de formes inventées et conventionnelles.
Ce n'est qu'après que toutes les combinaisons ont été échafaudées que les formes inventées vous importunent et que l'on commence à en créer de plus naturelles, de plus exactes. C'est tout à fait juste, dit Vorkouyev. Ainsi, vous êtes allé au club, dit-elle en se tournant vers son frère. Oui, oui, c'est une femme étonnante, songeait Lévin, absorbé dans la contemplation de ce beau visage mobile qui venait de se transformer instantanément. Lévin n'entendait pas ce qu'elle disait car elle était penchée vers son frère. Mais il était frappé par le changement de sa physionomie. Son visage, si admirable jusqu'alors par sa sérénité, exprimait soudain une curiosité étrange. Le courroux, la fierté. Mais cela ne dura qu'une minute. Elle ferma les yeux à demi, comme pour chercher à se rappeler quelque chose. D'ailleurs, cela n'intéresse personne. Please, order the tea in the drawing room, dit-elle à l'anglaise. La fillette se leva et sortit. Eh bien, comment a-t-elle passé son examen demanda Stepan Arcadievitch. Remarquablement, c'est une enfant très douée et un caractère charmant. Tu finiras par l'aimer plus que ta propre fille. Voilà bien les propos d'un homme. En amour, il n'y a pas de moins ou de plus. J'aime ma fille d'une façon, celle-ci d'une autre. Je disais précisément à Anna Arkadievna, dit Vorkouyev, que si elle emportait ne fût-ce que le centième de l'énergie qu'elle dépense pour cette petite Anglaise à l'éducation des enfants russes, elle ferait une grande œuvre, et une œuvre utile. Que voulez-vous? Je ne peux pas. Le comte Alexis Kirillovitch m'a beaucoup encouragé. En prononçant ce nom, elle jeta à Lévin un coup d'œil timide et interrogateur, et involontairement, il lui répondit par un regard respectueux et affirmatif. Il m'a beaucoup encouragé à m'occuper de notre école à la campagne. J'y suis allé plusieurs fois. Ils sont très gentils, mais je n'ai pas pu m'intéresser à cette entreprise. Vous parlez d'énergie. L'énergie repose sur l'amour, et l'amour ne se commande pas. Je me suis éprise de cet enfant. J'ignore moi-même pourquoi. Elle jeta de nouveau un coup d'œil à Lévin, et son sourire et son regard. Tout disait au jeune homme que c'était à lui seul qu'étaient destinées ses paroles, qu'elle attachait du prix à son opinion et savait d'avance qu'il se comprendrait. Je comprends cela parfaitement, répondit Lévin. On ne peut mettre son cœur dans une école ni dans une institution du même genre, et je crois que c'est pour cela que les institutions philanthropiques donnent toujours de si piètres résultats. Elle se tut, puis sourit. Oui, oui, appuya-t-elle. Jamais je n'ai pu. Je n'ai pas le cœur assez large pour aimer tout un ouvroir de vilaines petites filles. Cela ne m'a jamais réussi. Et il y a tant de femmes qui s'en font une position sociale. Même maintenant, dit-elle avec une expression mélancolique et confiante. Apparemment, elle parlait à son frère, mais il était visible qu'elle ne s'adressait qu'à Lévin. Même maintenant, où j'aurais tellement besoin d'une occupation, je ne peux pas. Et, fronçant soudain les sourcils, Lévin comprit qu'elle se reprochait de parler d'elle. Elle changea de conversation. On dit de vous que vous êtes un médiocre citoyen, dit-elle à Lévin. Je vous ai défendu comme j'ai pu. Comment cela? Cela dépendait des attaques. Mais voulez-vous une tasse de thé? Elle se leva et prit un cahier relié en maroquin. Donnez-moi cela, Anna Arkadievna, lui dit Vorkouyev en désignant le cahier. Cela mérite d'être imprimé. Oh non, ce n'est pas encore au point. Je lui en ai parlé, dit Stepan Arcadievitch à sa sœur, en lui montrant Lévin. C'est bien inutile. Mes écrits ressemblent à ces petites corbeilles et à ces objets sculptés faits par des prisonniers
que me vendait autrefois Lise Merkalov. Elle s'occupait des prisons, dit-elle à Lévin. Ces malheureux accomplissaient des merveilles de patience. Et Lévin découvrit un nouveau trait dans cette femme qui exerçait sur lui un attrait si extraordinaire. Outre l'esprit, la grâce, la beauté, elle possédait encore la droiture. Elle n'essayait pas de lui cacher les difficultés de sa position. Après avoir dit cela, elle poussa un soupir et son visage, prenant soudain une expression austère, se revêtit d'une rigidité de pierre. Elle était encore plus belle ainsi, mais cette expression était différente. Elle était en dehors du cycle d'expression de félicité rayonnante et engendrant le bonheur qu'avait capté le peintre dans son portrait. Lévin regarda encore ce portrait, tandis qu'elle prenait le bras de son frère et l'emmenait vers la porte. Et il éprouva pour Anna une tendresse et une pitié qui l'étonnèrent lui-même. Elle pria Lévin et Vourkoyev de se rendre au salon et resta en arrière pour parler avec son frère. De quoi l'entretient-elle? De son divorce? De Vronsky? De ce qu'il fait au club? De moi? Songeait Lévin. Cette question l'agitait à tel point qu'il n'écoutait que d'une oreille ce que lui disait Vorkouyev des mérites du roman qu'Anna avait écrit pour les enfants. Pendant le thé, ils reprirent cette conversation si agréable et si pleine de substance. Non seulement on n'avait jamais besoin de chercher un sujet de conversation, mais au contraire, on se sentait débordé d'idées qu'on réprimait volontiers en écoutant ce que disait le voisin. Tout ce que disaient non seulement Anna, mais Vourkoyev et Stepan Arkadievitch prenait une signification particulière, grâce à l'attention et aux remarques de la maîtresse de maison. Ce fut du moins l'impression de Lévin. Tout en suivant cette conversation, Lévin admirait la beauté d'Anna, son esprit, sa culture et aussi sa simplicité et sa cordialité. Il écoutait, parlait, mais ne pensait qu'à elle, à sa vie intérieure, et s'efforçait de deviner ses sentiments. Lui, qui la jugeait jadis si sévèrement, il l'absolvait maintenant, par un bizarre cheminement de sa pensée, et, en même temps, il la plaignait, et craignait que Vronsky ne la comprît pas entièrement. Lorsque Stepan Arkadievitch se leva vers 11 heures pour prendre congé, Vourkoyev était déjà parti, Lévin eut l'impression qu'il ne faisait qu'arriver. Il se leva à son tour, à regret. Adieu, lui dit-elle, en retenant sa main dans la sienne avec un regard prolongé. Je suis très contente que la glace soit rompue. Elle lâcha sa main et cligna des yeux. Dites à votre femme que je l'aime comme avant et que si elle ne peut me pardonner ma situation, je souhaite qu'il en soit toujours ainsi. Pour pardonner, il lui faudrait passer par où j'ai passé. Dieu l'en préserve. Je lui dirai, soyez-en sûr, dit Lévin en rougissant.